le côté improbable et avec des belles réussites que vous savez nous procurer, c'est génial, quoi. Bon, eh bien, nous sommes dans le pas de tir, tout le monde est prêt. En tout cas, nous, on va commencer à l'heure, hein, puisque c'est fait pour. Et puis, pour les retardataires, il y aura un replay. Ils ne manqueront que l'introduction, a priori. Voilà, 14h30, notre webinaire aujourd'hui eh bien, va nous parler des clusters. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'association des entrepreneurs, eh bien, elle milite beaucoup pour le travail collaboratif, pour l'intelligence collective, et puis pour tout ce qui permet de mutualiser un petit peu les moyens, croiser les mondes. Et finalement, les clusters sont un magnifique exemple de ce terrain de jeu. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous donc, Xavier Roy, le directeur général de France Cluster, et puis Estelle Duflo, qui, elle, est la directrice générale du cluster Réseau Mesure, qui est un réseau un peu particulier, parce que d'abord, il est assez ancien, mais il est aussi complètement économiquement autonome, ce qui est un modèle assez rare aujourd'hui et qui a du coup sa particularité. Je rappelle que, bien sûr, vous pouvez poser des questions dans la petite fenêtre et ça nous aidera à animer un petit peu tout ça, puisqu'il n'y aura pas de PowerPoint sur celui-là. C'est Xavier et Estelle qui vont nous faire cette petite présentation l'un et l'autre, entrecouper des questions. On est déjà 19, ça va, je pense, monter un tout petit peu. Je vais demander en fait à Xavier de prendre la main pour se présenter, pour présenter France Cluster, pour nous raconter un peu cette organisation, pour démêler un peu les mots, puisqu'on parle de cluster, on a parlé aussi beaucoup de pôle de compétitivité, de grade d'entreprise, puisque cette idée a tellement fait son chemin qu'elle a été déclinée depuis ce qu'a voulu l'État, puis les régions, souvent les territoires. L'essentiel, c'est que finalement, les modèles de coopération arrivent à se mettre en place et se croiser, et ça marche plutôt bien, mais c'est lui qui va nous trier un petit peu les concepts, les mots, et nous présenter déjà France Cluster. Xavier Roy, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Bruno pour cette invitation, Bruno, Christophe, et puis bien sûr l'association des entrepreneurs. C'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous pour parler du sujet cluster, un sujet qui en plus de ça est complètement dans l'actualité. Alors, on va évacuer la blagounette du cluster Covid, mais qui est complètement dans l'actualité aussi, puisqu'en fait, on vit vraiment la période comme une période très intéressante, en tout cas par la place, par le rôle que jouent nos réseaux d'entreprises aujourd'hui dans l'accompagnement de... Alors, soit la gestion de la crise économique qui a accompagné la crise sanitaire, soit la relance économique selon où on a envie de se positionner aujourd'hui. France Cluster, en deux mots, c'est une assoce loi 1901 très classique qui existe depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, qui fédère aujourd'hui 80 000 entreprises organisées en clusters d'entreprises, donc alors cluster, pôle de compétitivité, ancien système productif localisé, on y reviendra tout à l'heure, Bruno, comme vous l'avez demandé, pour démêler un petit peu les différents labels ou les différentes appellations qui ont utilisées pour ces réseaux. Ces 80 000 entreprises organisées en clusters, c'est en France, en tout cas si on regarde sur la carte, à peu près 300 clusters qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national, qui interviennent dans des secteurs d'activité très très variés. Et au sein de ces clusters, c'est un peu plus de 3000 ingénieurs projets, managers de clusters, on les appelle de façon avec des vocables, ou ils s'appellent d'ailleurs parfois avec des vocables un peu différents, mais qui ont vraiment cette fonction de pilotage de ces collectifs d'entreprises, d'accompagnement à l'émergence de projets collaboratifs innovants, et qui ont vraiment cette fonction d'incubation et d'ingénieurs projets pour accompagner qui sont des projets industriels d'entreprises très implantés sur des territoires.
France Cluster, c'est une assoce qui a une vocation assez simple, hein. C'est à la fois d'être un réseau d'échange d'expériences entre les managers de cluster, hein. Notre premier métier, c'est celui de mettre Estelle Duflo et ses compères, les 3000 ingénieurs projets, dans un bocal, et puis d'agiter le bocal pour qu'ils échangent leurs expériences, leurs bonnes pratiques, leurs outils, leurs méthodes, et qui leur entrent dans des démarches de coopération pour faire émerger des projets innovants, nouveaux, qui mixent d'ailleurs des filières différentes pour créer et pourquoi pas même pour créer des marchés nouveaux. Ça, c'est des choses intéressantes. Notre deuxième métier, c'est d'accompagner individuellement ou collectivement le développement de projets au sein de ces réseaux d'entreprises. Donc, beaucoup de formation sur le management de clusters, beaucoup d'accompagnement sur la recherche de cadres financiers, européens, nationaux, régionaux, territoriaux, pour développer ces projets-là. Voire parfois, ça nous arrive au sein de l'association France Cluster de porter des projets pour le compte de nos adhérents, ou de mutualiser ensemble certaines fonctions. Et notre troisième métier, pour le faire très court, c'est une action de trait d'union entre cette communauté d'entreprises organisées en cluster et des politiques publiques qui les accompagnent et qui ont accompagné pendant cette vingtaine d'années leur développement, qui continuent pour certains à les accompagner. Et l'idée, c'est de capitaliser pour nous sur l'ensemble de ces travaux développés par la communauté des clusters pour influencer modestement l'action publique et l'actualité, le plan de relance, pour que nos clusters accompagnent de façon la plus opérationnelle possible les perspectives de relance économique ou de maintien d'activité de nos entreprises. Voilà pour le France Cluster très rapide. Alors, si j'enchaîne par rapport aux questions, Bruno, que vous avez posées dans ce petit propos introductif sur le démêler les mots, on parle en France depuis cette vingtaine d'années de systèmes productifs localisés, de clusters d'entreprises, de grappes d'entreprises, de pôles de compétitivité. En fait, ces termes ont le plus majoritairement été utilisés par des politiques publiques qui ont accompagné pendant cette vingtaine d'années le développement des clusters. Donc, c'est pas des labels de clusters, c'est plutôt des labels de politique publique ou des appellations de politique publique. Bon, je vais vite dans mon propos, hein, mais on peut nuancer un peu ça, mais c'est peut-être pas là-dessus que le débat est le plus intéressant. Mais donc voilà. Par contre, donc voilà, donc des appellations de politique publique qui ont accompagné ce même socle que représente l'ensemble de cette communauté de clusters, c'est-à-dire, je vais revenir sur la partie définition, avec des appétences particulières exprimées par ces politiques publiques qui tournaient sur l'ancrage territorial des activités et le développement de bassins d'emploi, qui sur l'innovation technologique, on cherche à inventer le cœur artificiel tous les 4 matins, qui l'accompagnement à l'ouverture internationale, ou voilà, différentes initiatives. Donc voilà, donc il y a des politiques publiques qui pendant cette vingtaine d'années ont accompagné ça. C'est intéressant quand on évoque ces politiques publiques, avec le recul qu'on a aujourd'hui de cette vingtaine d'années de suivi, d'accompagnement, de constater, que pendant 20 ans, on a eu des politiques publiques qui ont accompagné les clusters et que, mine de rien, il y a eu de la continuité. Et ça, on aime le saluer parce qu'on trouve que on se plaint toujours de faire un peu la girouette, mais au gré éventuellement de climats politiques, politiciennes différentes. On a quand même là vécu un peu presque 25 ans de politiques publiques qui ont accompagné le développement des clusters en France, et qui fait que la carte aujourd'hui des clusters est celle que j'ai décrite, c'est-à-dire ces 300 réseaux qui fonctionnent bien. Deuxièmement aussi, que ce sont été des politiques publiques plutôt complémentaires les unes des autres, certaines tournées sur l'innovation technologique, d'autres tournées sur le développement business des entreprises, la diversification marché, d'autres encore tournées sur l'ancrage territorial de façon très forte.
que c'est sans doute ces 20 années parfois d'expérimentation et d'accompagnement qui ont permis de faire ce qu'est le paysage aujourd'hui et de pouvoir constater en France 80 000 entreprises qui travaillent très activement dans ces démarches de coopération. Très intéressant. Tout reste à faire. Tout reste à faire pour autant, parce que 80 000 entreprises qui bossent en coopération, c'est bien, mais comparé aux 3 millions d'entreprises qu'on a en France, c'est peanuts, pardon pour le langage léger, mais et donc il y a de la marge et l'objectif, si on y croit à l'intérêt de ces démarches de coopération, il y a de quoi faire en matière de pédagogie et d'information, tout simplement. Donc, merci l'Association des entrepreneurs d'organiser un événement comme celui-là, c'est toujours intéressant. Et il y a du boulot aussi, parce qu'on y croit d'autant plus que la période que l'on vit en ce moment nous a montré, je prendrai 2 minutes peut-être pour en parler, l'efficacité de ces réseaux dans la période qui nous anime, qui est une période assez bouleversante pour l'activité économique de nos entreprises et de nos filières. Xavier, vous avez parlé de 80 000 entreprises. On parle pourtant des universités, des labos publics, privés. Vous ne les comptez pas dedans? Alors, on ne compte pas on compte pas les labos, les universités. Par contre, vous avez raison, merci d'insister là-dessus. Ce sont des acteurs qui font partie des clusters. Le cluster, comment il se définit? De la manière suivante, en gros, c'est 7 grands critères qui vont constituer les fondamentaux d'une définition de cluster, qu'on soit pôle de compétitivité, cluster, grappe d'entreprise, peu importe. C'est d'abord un réseau d'entreprises, comme on vient de l'évoquer. Le curseur, on le met sur l'entreprise. Le plus souvent PME, voire TPE, ce qui n'exclut pas la présence de grands groupes, mais c'est la PME qui vient chercher dans le réseau, notamment l'activité de mutualisation, la promesse de mutualisation qui est proposée par le cluster. Le deuxième critère, c'est que ce n'est pas n'importe quelles entreprises, ce sont des entreprises qui participent d'un même domaine d'activité. Il y a une notion, il y a un lien lié à, correspondant à soit un savoir-faire, une compétence, une filière verticale et une interdépendance forte entre les entreprises d'un même secteur, ou une appétence pour une même technologie qui fait qu'on souhaite se mettre autour de la table pour en parler, ou un marché cible qui aussi justifie qu'on se mette autour de la table pour adresser en complémentarité, en coopération ce marché. Donc il y a une notion de domaine d'activité dominante forte dans ces clusters. C'est le premier lien très important. Le deuxième ADN qui met autour de la table ces entreprises, c'est un ancrage territorial. Il y a une notion de concentration sur un territoire qui, évidemment, notamment dans les phases émergentes, favorise la rencontre entre les acteurs, mais aussi devient un lien fédérateur parce qu'on a des entrepreneurs qui sont attachés au développement de leur territoire, viennent chercher des ressources sur le territoire, emploi, compétences, infrastructures, et sont demandeuses de voir ce territoire aussi accompagner leur développement avec des équipements, des infrastructures, des écoles, voilà, bref. Ça, c'est le troisième critère, hein, donc réseau d'entreprise, domaine d'activité dominant, ancrage territorial. On pourra y revenir sur la notion de périmètre, mais on s'aperçoit qu'elle évolue dans le temps, donc je ne rentre pas trop si c'est local, territorial, régional, etc. On pourrait en reparler, mais voilà, il y a quand même cet ancrage territorial. Le territoire de projet, c'est important parce qu'effectivement, les gouvernances ne sont pas forcément les mêmes. L'entreprise, sa frontière, c'est presque le marché, elle. Le territoire local qui l'apporte, ce n'est pas tout à fait le même. Et il faudra me parler un petit moment puisqu'on a parlé des territoires et de cet ancrage, de l'implication aussi des acteurs institutionnels, territoriaux, techniques, que ce soit les agences, les services économiques, les chambres de commerce, tous ces partenaires qui sont aussi les promoteurs et les prescripteurs des clusters, parce qu'ils doivent les comprendre.
et aussi d'encourager eux à s'impliquer dedans d'une certaine manière, et bien sûr à être en posture de coopération plus large, malgré les frontières entre guillemets institutionnelles, territoriales dont on a parlé. Mais je crois que c'est important parce que le territoire de projet, sa réussite, c'est aussi une façon de se libérer de ça tout en étant capable de la respecter. Oui, vous avez raison. La notion de territoire de projet, elle est intéressante. C'est-à-dire que, notamment dans l'émergence d'un cluster, on est plutôt sur un projet de territoire, au sens où c'est le territoire et ses acteurs concentrés sur ce territoire qui se réunissent pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, une fois qu'on a appris à se connaître et qu'on on a éventuellement même testé des opportunités de collaboration qui ont fonctionné, on rebondit sur des projets plus ambitieux, là, qui appellent peut-être des partenaires qui sont en dehors du territoire, et finalement le périmètre pertinent du cluster est défini plutôt par les entreprises et les acteurs qui vont être associés à ces projets. Et donc, effectivement, on voit cette frontière autour de cette notion de territoire de projet qui apparaît, qui n'est pas forcément rattachée à des frontières administratives que l'on retrouve. Le quatrième critère qui pour moi est important, avant de parler peut-être des autres acteurs qui peuvent accompagner ça, c'est le critère de coopération entre les entreprises. C'est-à-dire que la promesse du cluster, ce n'est pas de gérer des relations de notre ordre sous-traitant client-fournisseur. La promesse du cluster, c'est, je parle sous le contrôle d'Estelle, bien sûr, hein, mais la promesse du cluster, c'est de faire travailler ensemble des acteurs complémentaires, voire des acteurs concurrents, autour de projets nouveaux. On n'est pas là pour partager notre carnet de clientèle du jour. On est là pour identifier des clients que seuls on n'arrive pas à draguer, ou des projets que seuls on n'arrive pas à faire sortir de terre. Et là, le but du jeu, c'est de travailler ensemble dans ces perspectives-là. On est vraiment dans une démarche, dans ce principe de coopération, de 1 + 1 = 3, c'est-à-dire l'addition de nos savoir-faire, de nos compétences, de nos organisations doit générer quelque chose de nouveau, et c'est la notion d'innovation, qu'elle soit techno, qu'elle soit marché, qu'elle soit organisationnelle, tout ce qu'on veut, on est vraiment dans cet aspect-là. Le 5e critère, et donc c'est ce que vous évoquiez, c'est cette idée que le cluster, et c'est très juste et c'est très important, ça n'est pas qu'un réseau d'entreprises, on met le curseur sur l'entreprise, mais c'est aussi un réseau qui associe l'ensemble des acteurs qui, sur le territoire, peuvent apporter une valeur ajoutée au développement de la filière, du domaine d'activité concerné par le cluster. Et donc, effectivement, on va retrouver les acteurs qui représentent le territoire, le consulaire du coin, l'agence de dev, le PCI, l'agglo, la métropole, la région, bien sûr, tous les acteurs qui sont impliqués sur le territoire et qui le représentent. Les acteurs de l'innovation, le Fab Lab, le Living Lab, le laboratoire public, privé, welcome dans le réseau. On va retrouver très volontiers aussi les acteurs de l'éducation, l'école, l'université, notamment pour aborder les questions liées aux compétences nécessaires dans les entreprises, et l'évolution aussi, l'amélioration des compétences en fonction de l'évolution des marchés et de l'évolution de la filière. On va retrouver aussi les acteurs du financement privé. Le business angel du coin est évidemment sollicité, voire impliqué dans le réseau, ou la banque, Crédit Agricole, bref, peu importe, est évidemment associé, ou le fonds d'investissement territorial est évidemment associé à la démarche. Voilà, donc en fait, c'est un réseau d'entreprises, mais qui associe l'ensemble des acteurs qui participent. On va aussi retrouver, sur les acteurs, je terminerai là-dessus, les entreprises qui ne touchent pas directement au cœur de métier, au domaine d'activité, mais qui sont quand même impliquées. L'amont et l'aval. Le design en amont, par exemple, pour la fabrication du marché en question, enfin du produit, ou la logistique en aval. Bon voilà, et même si transporteur ne transporte pas que le produit en question, il n'empêche qu'il participe aussi à ça, et peut-être qu'on a besoin de l'associer. C'est vraiment la chaîne de valeur liée à un marché, notamment, qui est associé dans le cluster. Ces 5 critères-là. À ça, on ajoute 2 critères plus fonctionnels, mais qui sont tout aussi importants, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de cluster. L'animation. Sans animation, il n'y a pas de cluster. Sans une animation dédiée et sans une animation autonome, au sens où ce n'est pas les entreprises qui se gouvernent eux-mêmes, il faut une démarche, entre guillemets,
indépendante est considérée comme légitime aux yeux des acteurs qui sont fédérés dans cette démarche-là. Donc, présence d'une cellule d'animation. Et puis une structuration au sens la mise en place d'une organisation qui se traduit le plus souvent par une structuration type association loi 1901. 99% des clusters, des pôles sont organisés sous la forme associative. Ça évolue d'ailleurs doucement, on pourra en reparler si besoin, mais ce qui surtout est intéressant derrière cette autonomie structurelle, c'est l'idée d'une gouvernance qui incarne le domaine d'activité et les acteurs qui sont fédérés. C'est-à-dire que ce n'est pas un réseau animé par l'agence de développement du coin ou la chambre de commerce et qui est présidé par le président de la chambre de commerce qui n'a rien à voir avec le domaine d'activité en question. Enfin, il y a cette idée qu'il y a une gouvernance qui est mise en place et cette gouvernance, elle est souvent pilotée d'ailleurs par des entreprises membres qui appartiennent à la filière et qui gouvernent à la destinée du cluster. Voilà les 7 critères. Après, voilà, dans ce qu'ils font, certains font plus d'innovation technologique et on les a beaucoup retrouvés dans les pôles de compétitivité parce qu'on les attendait beaucoup là-dessus. Certains font plus de la diversification marché et on les a retrouvés dans les politiques clusters non-pôles notamment. Mais la réalité, elle est là et enfin, les fondamentaux, ils sont là. Et après, ils naviguent un peu entre ces différentes postures d'innovation tech ou d'approche business, d'ancrage territorial. C'est des sensibilités après. Merci Xavier. Je rappelle à nos participants qui peuvent poser des questions, y compris sur ce que vous avez dit, de toute façon, qu'on revienne dessus. Et puis, on va demander à Estelle de zoomer maintenant un petit peu sur ce cluster du réseau mesure. Vous allez à la fois nous le présenter et nous montrer cette différence que j'ai évoquée au départ et son autonomie qui est finalement un gage de succès. Et quand on ne dépend de personne, si ce n'est de la volonté de ses membres, c'est magnifique. D'ailleurs, vous avez un très joli slogan qui dit que finalement, vous faites, c'est fait pour et c'est fait par vos adhérents. Tout est dit un petit peu déjà dans cette détermination, cette autonomie. Et puis, vous aussi nous parlez du rôle de ces ingénieurs projets un peu au quotidien et comment ils sont devenus aussi naturellement des tiers de confiance dans ces projets d'entreprise qui nécessitent de la confidentialité, qui nécessitent de la compétence, qui nécessitent de la connectivité avec tout l'environnement. Moi, je ne cesse de parler de ces petites mains, entre guillemets, qui sont quand même 3000, hein, c'est quand même pas tout à fait rien, parce que c'est des gens très difficiles en général à recruter, c'est aussi des gens qu'il faut garder. Ce pas des gens qui sont toujours payés au niveau de ce qu'ils valent, parce que si on les mettait des fois dans les entreprises pour lesquelles elles travaillent collectivement, elles gagneraient peut-être mieux leur vie. Donc, c'est des gens qui ont une notion de mission quelque part, et il faut vraiment leur rendre ce petit hommage, parce que ne pas parler des hommes et des femmes qui font ce travail au quotidien, je crois que c'est une erreur. Je vous laisse la main pour nous raconter. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le réseau mesure et ça reprend, en fait, ça illustre simplement des éléments que Xavier a présentés tout à l'heure. Et puis, effectivement, on pourra revenir sur les équipes et je pense que Xavier pourra compléter également ce que je dis. Donc, simplement pour le réseau mesure, en fait, il s'agit d'une association qui va fêter très prochainement ses 19 ans. Qui est né initialement dans le Val d'Oise et qui s'est ensuite développé sur la France entière, qui regroupe aujourd'hui 180 entreprises de la mesure, de l'instrumentation et des activités connexes. Donc, c'est vraiment la mesure au sens large du terme et qui a gardé toujours le même objectif, en fait, de favoriser le développement des adhérents en apportant une offre de services mutualisés à valeur ajoutée. Comme on le disait tout à l'heure, et je vais l'expliquer en termes de fonctionnement, construite par ses adhérents pour ses adhérents et en valorisant les savoir-faire et les compétences des adhérents, on pourra le développer aussi. Donc tout ça en fait s'articule autour de 2 axes stratégiques. Un premier axe qui va être la mise en œuvre de synergies créatrices de valeur entre adhérents et entre partenaires et adhérents, je vais y revenir. Et un deuxième axe qui est un petit peu une particularité de notre réseau, qui est de générer des sources d'économies supplémentaires pour les adhérents par le biais d'actions mutualisées.
Donc aujourd'hui, alors par rapport à ce qu'a dit Xavier, c'est vrai qu'on a plusieurs spécificités. La première, c'est que nous étions un réseau territorial valdoisien quand nous avons été créés et maintenant nous avons 47% de nos adhérents qui sont hors Île-de-France. Donc en fait, le réseau a aussi évolué en fonction des besoins des adhérents, en fonction des évolutions de financement, en fonction des évolutions des différentes politiques territoriales. Donc ça, c'est aussi une spécificité et d'où l'importance d'avoir effectivement une structure d'animation et un pilotage en fait de l'association qui peut être fait différemment selon les clusters. Nous, la spécificité, c'est qu'aujourd'hui, l'association reste partenaire d'un certain nombre d'acteurs territoriaux, mais n'en est pas dépendante financièrement et a su trouver une certaine autonomie financière par le biais d'un plan d'action pour lequel nous arrivons à dégager en fait des ressources financières qui permettent notamment de structurer l'animation de l'association. On essaye aussi vraiment d'avoir une animation, une structure d'animation la plus légère possible. Donc, ça fera bien la liaison avec la mission des équipes que vous évoquiez tout à l'heure, parce que l'objectif, quand les entreprises, quand nos adhérents payent une cotisation, bah, l'objectif, c'est que la cotisation, elle aille vraiment directement dans le plan d'action et qu'elle soit bénéfique aux adhérents dans cette forme d'action mutualisée. Donc, nous, aujourd'hui, le pilotage, il est assez simple, en fait. Donc, le réseau mesure est structuré en association loi 1901. Le bureau, le conseil d'administration est constitué de membres qui sont les entreprises de l'association. Chaque membre a une voix, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et nous avons une petite équipe d'animation de 2 ETP regroupés autour de 3 personnes. Voilà, donc c'est vrai que c'est une structure légère. Nous avons la chance d'être hébergés à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France, mais nous avons une autonomie de fonctionnement telle qu'on l'évoquait tout à l'heure. Donc, pour parler un petit peu plus des équipes, des missions et de l'environnement, pour rebondir sur ce que disait Xavier, donc nous, l'association est constituée exclusivement d'entreprises, donc d'entreprises de la mesure, ce qui ne nous empêche pas de travailler avec nos partenaires territoriaux ou des secteurs divers qui peuvent être impliqués dans les processus de mesure. Donc, on travaille beaucoup donc, avec aussi d'autres associations. Par exemple, nous, dans notre domaine, le Collège français de métrologie, le syndicat des fournisseurs de laboratoires, puisqu'on préconise de travailler en réseau aux entreprises. Il faut aussi que nous, on montre l'exemple et qu'on le fasse également. Et puis, on s'appuie énormément, bien sûr, sur France Cluster. Là encore, dernièrement, un sujet d'actualité, donc l'évolution enfin pas de la réglementation, mais des remboursements des formations, donc avec une nouvelle norme qui est Calliope. Bon, bah, là, on travaille ensemble également avec France Cluster. Donc ça, c'est important. Ce qu'il faut comprendre en termes de fonctionnement, nous avons une démarche qui est de dire, bah, à partir du moment où 3 adhérents minimum ont une problématique, un sujet qui les intéresse, on va monter un groupe de travail et ce groupe de travail, il est animé par l'association, mais il est aussi piloté par un des adhérents qui est soit le chef d'entreprise, soit donc une personne de l'entreprise, mais pas forcément toujours le chef de l'entreprise. Et ce groupe de travail, il va avoir 3 vocations. La première vocation, je parlais tout à l'heure de synergie, c'est que les gens se connaissent mieux, qu'ils échangent entre eux. S'ils travaillent ensemble sur un sujet donné, il y a de grandes chances qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils développent ensuite d'autres collaborations, comme le disait Xavier, qu'elles soient économiques, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient tout simplement des échanges entre les uns et les autres pour mieux vivre dans l'entreprise, pour faire évoluer certains modes de fonctionnement ou pour partager certaines difficultés. Deuxième axe de ce groupe de travail, c'est de traiter le sujet en tant que tel et de proposer ensuite un plan d'action à l'ensemble des adhérents. Et puis, troisième axe, ça va être aussi tout ce qui va être formation, meilleure connaissance d'une thématique. En ce moment, on parle beaucoup de communication digitale. C'est un domaine où les choses évoluent très, très rapidement. Vous pouvez lire
des éléments qui sont obsolètes 6 mois plus tard parce que eh bien, le fonctionnement d'un logiciel ou d'un réseau Internet a évolué. Donc voilà, on est vraiment dans une meilleure connaissance mutualisée qui va permettre aux uns et aux autres de progresser dans leur démarche et dans leur développement. Tout Estelle, ça, oui. justement, dans ce domaine, par exemple, on pourrait prendre 2 exemples. La veille, la veille qui n'est pas quelque chose que chacun peut faire dans son petit coin et qui est assez souvent un service proposé, en tout cas qui se mutualise et qui permet de faire circuler intelligemment l'information, sachant que ça prend en général du temps et que si on a de l'information qualifiée au service d'un projet, c'est intéressant. D'abord sur le plan culturel, sur le plan technique, sur le plan stratégique. Puis la sécurité numérique, par exemple, c'est un problème qui touche tout le monde. Et quand Tout on est à dans fait. un mode collaboratif, eh ben, je veux dire, de blinder le système et de sensibiliser tout le monde à la protection du travail, des données, des échanges, tout ça a aussi de l'importance. Donc tout ça, c'est des progrès, j'imagine, collectifs que dans d'autres endroits, c'est compliqué de faire parce qu'on n'a tout simplement pas le terrain de jeu pour le faire. Oui, bah, le terme terrain de jeu est tout à fait pertinent. En fait, nous avons mis en place plusieurs outils de veille au fur et à mesure de la vie du réseau et Xavier, je pense à d'autres exemples dans d'autres structures. Nous avons mis en place il y a quelques années un outil de veille, on va dire, assez classique. Et maintenant, nous sommes plutôt vraiment très, très axés sur l'échange de connaissances, l'échange d'expériences. Dans des domaines comme la communication digitale, je dirais que la veille, ça va être avant tout l'échange d'expériences sur un thème donné. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise et leurs équipes sont submergés par différentes informations qui arrivent de différents côtés, beaucoup de mails, etc. Donc, on va essayer d'optimiser les échanges d'informations par les… C'est chez Ikea, ça, non? C'est chez qui? Non, c'est chez dans le bureau. Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas enlevé son micro. C'est Euh, Monsieur Jean-David Ray qui devrait couper son micro. Merci. Voilà, S'il excusez-moi. vient de le faire. Donc, voilà, ces moments sont aussi effectivement des échanges qui permettent d'avoir une veille sur les nouvelles technologies. Quelles qu'elles soient. Donc, c'est tout à fait pertinent. Et c'est une manière un petit peu différente peut-être de ce qu'on a expérimenté il y a quelques années en termes de veille, avec après d'autres partenaires qui ont des outils de veille sur des aspects techniques ou sur, par exemple, les marchés publics qui sont tout à fait pertinents. Alors, Estelle, je suis un petit nouveau. Je m'appelle Jean-David Ray. Je suis en province. Je découvre votre réseau mesure. Comment ça se passe? Qui c'est qui vient de moi? Si j'y vais, comment je m'intègre? C'est par le biais des techniciens, c'est par le biais des entreprises un petit peu qui cooptent. Alors, comment je rentre? Combien ça coûte? Et comment je vais être rapidement dedans, pas simplement en cotisant, mais en étant très vite dedans et en m'engageant, en m'impliquant et en étant aussi évidemment reconnu pour ce que je suis et que les gens prennent le temps de me découvrir. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors, on va évacuer la première question de l'aspect financier, comme ça sera clair, et puis on repassera au reste après. Nous, on a fait le choix d'avoir des cotisations qui sont basées sur le chiffre d'affaires de l'entreprise avec un plafonnement. Donc, on a des cotisations entre 552 exactement et 2600 € annuels, donc avec un plafonnement à 2600 € annuels. L'objectif, c'est qu'en termes financiers, clairement, l'adhérent rembourse sa cotisation dans l'année par le biais d'économies qu'il va faire sur des actions ou par du développement commercial qu'il va naturellement générer. Voilà. Ou des services que vous aurez, sur lesquels vous aurez passé des accords. Je crois qu'on avait parlé. Tout à fait. Par exemple, Service support. je vous donne un exemple concret ce matin. J'ai un adhérent qui souhaite donc développer son activité sur un nouveau marché. Il m'a posé la question comment on pouvait utiliser le réseau. Eh bien, plusieurs choses sont proposées, mais qui sont intégrées en fait dans les services que l'on donne. Je donne l'exemple, donc toute une communication, un plan de communication sur LinkedIn qui est fait régulièrement, qu'on peut cibler aussi avec lui. On a des emailing ciblés puisqu'on organise également un salon professionnel. Donc, on a toute une base de contacts. On a ces salons professionnels. On fait des livres blancs.
Et puis, il y a aussi une connexion qui peut se faire avec les autres adhérents, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de business qui se fait souvent entre adhérents et qui permet aussi de développer de façon un petit peu plus importante certaines collaborations, certains projets. Nous organisons aussi, par exemple, des journées, ce qu'on appelle des journées grands comptes ou des journées projets. Donc, nous n'allons pas avoir une compétence spécifique dans la technique du projet. En revanche, notre rôle va être de mettre en relation les bonnes personnes de façon à ce qu'elles puissent ensuite interagir ensemble. Donc, ça, c'est un exemple concret. Après, pour répondre à votre question, pourquoi rentrer, comment rentrer, etc. Alors, la cooptation, sans être, c'est pas du tout un objectif, mais elle est naturelle. En fait, c'est souvent que certains adhérents, futurs adhérents, nous contactent pas parce qu'ils ont entendu parler de l'association et qu'un autre adhérent leur en a vanté les mérites. Donc ça, c'est assez courant. Depuis quelques années, nous avons aussi développé notre politique de communication digitale aussi pour l'association. Donc c'est vrai que nous avons 18 partenaires presse et web. Nous sommes un petit peu plus connus qu'il y a quelques années, donc les gens arrivent aussi par ce biais-là. Et je dirais que la première raison en général pour entrer dans le réseau va être soit une raison économique pure, c'est-à-dire je sais que je rentabilise ma cotisation par le biais des achats mutualisés ou par exemple pour une réduction à la participation d'un salon. Et la deuxième raison, qui est peut-être moins affichée au départ, c'est de rompre la solitude du chef d'entreprise, hein, de ne pas être seul dans sa démarche. D'ailleurs, du chef d'entreprise ou des équipes. Je pense aussi en ce moment beaucoup aux équipes RH qui ne sont pas toujours aussi dans des situations très, très faciles. Donc, c'est pouvoir échanger avec ses pairs, pouvoir faire de la veille, comme vous le disiez, sur les différents outils, sur les méthodes, pouvoir interagir avec les uns et les autres de manière à se sentir moins seul. Nous avons quand même la majorité de nos adhérents qui sont des PME, TPE. Donc, on est vraiment dans cette logique d'échange, de partage et de synergie collaboratrice productive, je dirais, hein. Xavier l'a évoqué tout à l'heure, il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée aux actions qui sont mises en place. Alors, la valeur ajoutée, elle peut être commerciale, elle peut être technique, elle peut être organisationnelle, mais aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche-là puisque les gens ont de moins en moins de temps et il faut optimiser les rencontres, s'adapter au format et s'adapter aussi à l'évolution de l'environnement, à l'ère du temps. C'est une chose qui est dans notre feuille de route. C'est un mot un petit peu vieillot, mais qui veut quand même dire ce que ça veut dire. Voilà, donc comment s'intégrer? C'est assez simple. En fait, il y a d'abord toute une partie de présentation de l'entreprise qui a pour objectif de donner un petit peu plus de visibilité à l'adhérent. Donc, encore une fois, par une fiche sur Internet, par des articles qui sont proposés gratuitement dans les revues de nos partenaires, par cette visibilité sur LinkedIn. Et puis après, il y a tout l'aspect opérationnel via les réunions. Il est entendu que lorsque l'on rentre dans un réseau, eh bien, on attend des actions du réseau, mais on a aussi un retour sur investissement en fonction de nos propres actions. On voit très rapidement que si on commence à participer à certaines réunions, forcément, on va générer des contacts. Ces contacts vont générer éventuellement des projets, des échanges positifs, et c'est comme ça qu'on rentre dans la démarche. Certains de nos adhérents me disent: «Je suis embêté, je contribue pas tellement en fait à la démarche collective de l'association». Et pourtant si, puisque nous, notre particularité est aussi d'avoir donc ces accords commerciaux avec certains partenaires, notamment dans les transports, dans les assurances. On adhère à une plateforme d'achat également. Et c'est vraiment le nombre d'adhérents et la force de cette communauté qui va générer également du poids auprès de ses relations avec ses partenaires. Donc, tout adhérent, en fait, va apporter sa petite pierre à l'édifice et du coup, doit en retrouver les fruits qui peuvent être divers et variés, qui peuvent prendre vraiment diverses formes. Alors, 47% qui sont hors Île-de-France, Oui. ça veut dire qu'il ne faut pas avoir la réunionnite aiguë quand même. Oh en ce moment, ça ne change pas grand-chose. Donc, bon, en ce moment,
Non, mais en ce moment, nous faisons évidemment toutes les réunions en visio. Mais en temps normal, ça ne change pas grand-chose non plus, puisque en fait, ce n'est pas parce que nos bureaux sont dans le Val d'Oise, c'est tout simplement le positionnement historique de l'association. Et il n'y a pas d'antinomie à avoir un lien territorial fort et un développement national. L'un n'empêche absolument pas l'autre. Et puis, nous n'organisons pas toutes nos réunions dans le Val d'Oise, loin de là, en fait, hein. Le but est d'organiser les réunions très régulièrement chez les adhérents, un petit peu partout en France. Encore une fois, ces groupes de travail dont j'ai parlé tout à l'heure ont chacun leur propre mode de fonctionnement et nous organisons des réunions régulièrement dans les différentes régions. C'est aussi l'occasion pour les adhérents d'une même région de se rencontrer plus facilement et justement de créer des liens, d'initier des liens. Combien de fois, et ça je crois que tous les animateurs de cluster le savent, combien de fois on va avoir 2 personnes dans une réunion qui se rendent compte qu'ils ont leur entreprise en fait à quelques rues les uns des autres et qui ne se connaissent pas. Donc voilà, ça c'est pas vraiment une problématique et surtout avec les outils d'aujourd'hui puisque, même avant la crise sanitaire, nous mixions, régulièrement, des réunions, physiques et visio, on a toujours donné cette opportunité-là. Alors, une question pour vous et pour Xavier, parce que avec cette crise qu'on traverse, qui est sanitaire, mais qui est aussi économique, et puis qui est même un peu organisationnelle et qui va des fois un peu au-delà, il y a des entreprises qui ont été fragilisées. Mmh. Comment, au sein du cluster, est-ce que vous avez une posture d'abord par rapport à ça? Alors On oui, pardon. aura prochainement un petit webinaire, c'est de se dire, il y a des gens qui vont être obligés de prendre la direction du tribunal de commerce, pas d'ailleurs pour la fatalité et de l'avoir fermé, mais peut-être se mettre d'un côté sous protection et en tout cas d'acter les choses comme elles doivent l'être pour même la continuité. Mais en tout cas, le risque, surtout dans un cluster ou dans un écosystème, de perdre une pièce maîtresse indispensable. C'est un peu comme quand un laboratoire privé ou public ferme, tout d'un coup, pouf, on n'a plus la compétence, on est obligé d'aller la chercher ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a quelque part une attention et une solidarité qui est en train de se développer autour de ça? Parce que ça touche du personnel qu'on peut peut-être garder en le partageant et en développant finalement une action de sauvegarde au sens de ne pas perdre tout cet acquis, parce que 180 entreprises autour de tout ça, le nombreux projets, cette représentation territoriale, c'est quasiment une force stratégique dans la filière. Mmh. Donc, il y a vraiment intérêt à faire attention. Comment vous appréhendez ça? Alors, plusieurs axes, pour répondre à votre question. La première, on n'a pas tout à fait développé tout à l'heure la question, et les missions des équipes d'animation. Xavier l'a exprimé, en fait, aujourd'hui, le succès d'un cluster, repose beaucoup sur, les équipes, leur proximité avec les adhérents. Aujourd'hui, pour s'assurer que l'on construit un plan d'action qui répond véritablement aux problématiques des adhérents, il faut bien les connaître. Et quand on dit bien les connaître, c'est très souvent une relation intuitu personae, puisqu'en fait, le chef d'entreprise va aussi, exprimer des problématiques, des besoins qu'il ne peut pas forcément exprimer auprès de ses équipes ou de ses partenaires, notamment financiers. Donc ça, c'est une 1re étape. Il y a je pense que c'est le cas dans la plupart, des clusters. Il y a une grande proximité entre les équipes d'animation, et les représentants des adhérents. Quand je parle de chef d'entreprise, il faut aussi élargir, hein, c'est pas toujours, le cas, c'est pas toujours uniquement le Ça chef peut être les d'entreprise, mais collaborateurs aussi tout à avec fait, lesquels on travaille. tout à fait. En fait et de bien comprendre et je dirais presque ressentir les problématiques. Parce que surtout dans les périodes dans laquelle nous sommes, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, hein. Il y a beaucoup de non-dits et il est rare que, des équipes, crient, à la difficulté et souvent on le sait après. Donc ça, c'est d'abord quelque chose de très important, une bonne connaissance et d'où, l'importance de l'animation. Vraiment, je travaille dans ce domaine depuis quelques années maintenant et j'ai toujours fermement défendu, une animation, de proximité. De proximité, ça ne veut pas forcément dire de proximité géographique, mais bien connaître, ses adhérents, les comprendre, quelles sont leurs motivations, leurs problématiques, leur environnement et cela, c'est un travail de fond, qui, en termes opérationnels, nécessite des entretiens très réguliers avec les adhérents et qui peuvent être des entretiens individuels, mais aussi justement par le biais de ces petits groupes de travail. 2e axe, c'est le maillage territorial.
Donc, tout cluster, alors nous, c'est un petit peu plus compliqué peut-être que certains autres clusters qui ont un périmètre géographique plus petit, mais tout cluster est inscrit en fait dans un maillage territorial, ce qui lui permet justement d'activer les bons contacts au bon moment par rapport à certaines problématiques évoquées. Dans notre cas, il est assez courant qu'un de nos adhérents nous sollicite pour un questionnement qui n'a pas de lien avec le plan d'action de l'association, mais simplement pour une mise en relation. Je vous donne encore un exemple. Là, nous organisons par exemple la semaine prochaine un petit atelier thématique avec l'APEC sur la rédaction des offres d'emploi. C'est le deuxième atelier qu'on fait avec l'APEC et je sais maintenant qu'il y a certains adhérents qui du coup ont bien identifié ce contact-là et sollicitent la personne sur différentes questions. Donc, le maillage territorial est important. Vous parliez tout à l'heure, encore une fois, de cette situation très complexe aujourd'hui. On a un travail aussi qui est fait avec le tribunal de commerce au niveau du territoire, avec la chambre de commerce, avec les différents acteurs territoriaux. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, nous avons, comme on le disait tout à l'heure, un rôle de veille, d'information, d'échange. Donc nous avons créé sur notre site internet un espace d'information sur l'évolution des questions relatives au Covid, sur les problématiques RH, juridiques, de financement, et nous organisons des petits groupes de travail thématiques réguliers qui sont voilà, simplement des moments d'échange. Alors, quelquefois, l'ordre du jour dévie, mais c'est justement le moment où les uns et les autres peuvent exprimer leurs difficultés quotidiennes, notamment dans cette période si compliquée. Donc là, charge à nous aussi de ne pas se contraindre de façon trop excessive au plan d'action de l'association, mais de savoir aussi avoir avoir cette démarche de maillage pour répondre aux problématiques diverses et variées qui ne vont pas être forcément traitées par des actions de l'association. Encore une fois, nous sommes des petites équipes, donc notre rôle, c'est aussi de faire ce lien avec des acteurs qui font des choses bien mieux que nous ne pourrions les faire. Donc voilà, on est dans cette démarche-là. N'hésitez pas, les participants qui sont en place, si vous avez des questions à les poser, on peut vous ouvrir les micros sans difficulté aussi pour des échanges. Xavier, sur cette question un petit peu de sauver les meubles et en tout cas les pièces maîtresses et pas perdre les pièces du puzzle, est-ce que vous sentez que le message passe? Oui, en fait, on a remarqué, je vais juste témoigner d'une chose, en novembre dernier, on a fait une petite enquête auprès de la communauté en interrogeant les managers de cluster sur la manière dont leur réseau, et je pense qu'en disant leur réseau, leurs entreprises adhérentes vivaient la période et résistaient plus ou moins bien aux turbulences du confinement, de la crise pandémique et puis économique qui l'accompagnait. Et on a eu des retours qui nous ont même plutôt surpris, puisqu'en fait, globalement, on avait quand même une grande majorité de managers de cluster qui nous disaient et qui ont suivi pendant toute cette année 2020 leurs membres avec une très très grande proximité. Hein. Ce que Estelle témoignait là en disant le but du jeu, c'est d'être très proche de nos adhérents. Ils le sont dans toutes les démarches collectives. Ils l'ont été particulièrement dans des démarches individuelles pendant cette période 2020. Et d'ailleurs, il y a pas mal de clusters qui aujourd'hui complètent toute leur offre de services ou leur modalité d'accompagnement et d'animation de réseau en mixant de plus en plus du collectif et de l'individuel. Et je reviens sur mon propos. Une grande majorité nous disait constater que assez peu finalement d'entreprises envisageaient, donc on était au mois de décembre, envisageaient de déposer le bilan. On était autour de 90% qui disaient ne pas penser qu'il y aurait véritablement de dépôt de bilan dans leurs entreprises adhérentes. Et idem, même pourcentage pour des pertes d'emploi. Ce qui était assez intéressant d'analyser quand on discutait à travers le sondage qu'on a pu réaliser, c'est que finalement,
l'appartenance à une dynamique de coopération animée, comme l'a décrit Estelle au sein du réseau Mesure, permettent aux entreprises de développer une agilité, une capacité de réaction, une réactivité qui, dans ces périodes de turbulence, leur est extrêmement utile pour éventuellement saisir des opportunités que la crise elle-même a pu apporter, sans être cynique sur les bienfaits de la crise, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, que ce soit sur des besoins immédiats autour des masques, tous les outils de protection dont on a eu besoin et qui nous ont manqué, voire de réactions sur des nouveaux marchés qui ont émergé ou qui ont été encore plus révélés, qui étaient déjà en train de mûrir doucement, mais qui ont été pleinement révélés pendant la crise. Il y a plein de choses qui se sont révélées. Je vais donner deux, trois exemples. Une entreprise, une scierie membre d'un cluster dans le domaine du bois en Nouvelle-Aquitaine, notamment le Pin des Landes, pour la faire courte, qui s'est mis à couper du plexi pour vendre des plaques de plexi à des commerçants pour leur permettre d'avoir des moyens de protection et continuer leur activité commerciale. Une entreprise à Arles qui est membre du cluster culture et patrimoine à Arles, une entreprise qui fabriquait des chapiteaux pour les scènes vivantes. Donc là, tout s'est arrêté évidemment du jour au lendemain et qui pour autant s'est complètement retourné et profite de cette période puisqu'elle ne peut plus suivre les festivals printaniers ou estivales. Elle s'est mise à fabriquer des vérandas. Évidemment, ça, c'est des solutions très nouvelles qu'elle n'avait jamais imaginé de faire. Ce n'était pas son cœur de métier, ce n'était pas son carnet d'adresse de clientèle, il n'était pas autour de ça. Et pour autant, cette période lui a permis de développer ça. Et pas que la période, c'est le petit pas de côté que le manager de cluster ou que le cluster d'une façon générale pousse à faire de façon systématique au patron de boîte et à ses équipes à travers les activités de mutualisation, à travers les travaux d'innovation, de diversification marché, d'innovation, pourquoi pas commerciale ou technologique, aide à cultiver complètement cette capacité de réactivité. Et ça amène effectivement à une agilité qui est très, très profitable au sens où, dans ces périodes de turbulence, on a repéré ça. Alors attention, hein, on ne fait pas d'angélisme particulier, on s'est bien sûr beaucoup appuyé dans les entreprises sur les outils publics qui ont pu être mis en place, de chômage partiel, de PGE aussi, pour maintenir à flot les activités. Hein. On n'est pas en train de dire que tout va bien dans le monde des clusters, hein. C'est pas le sujet. Mais quand même, globalement, on a remarqué ça, quoi. Et ce qui nous a aussi beaucoup interpellés, c'est la puissance de ces organisations comme courroie de transmission ou comme trait d'union entre nos entreprises et les institutions, qu'elles soient territoriales, qu'elles soient régionales, nationales, voire européennes, à la fois pour répondre aux besoins urgents, masques, gel, j'ose pas dire vaccin, mais voilà, mais c'est maintenant que ça se passe. Là, côté France, on se réveille peut-être un peu tard, mais il se passe plein de choses en ce moment. Et puis aussi pour aider nos institutions à développer des outils, des programmes, des mesures d'aide qui soient en bonne adéquation avec les besoins de nos entreprises. C'est une période, très modestement, nous, France Cluster, mais également l'ensemble de la communauté a vécu on a été là dans un tourbillon d'activités pour remplir des bases de données, pour informer, pour solliciter les membres, savoir qui allait, comment ça allait et de quoi ils avaient besoin. Et donc, il y a eu... il y a vraiment, à travers cette dynamique collective, au-delà de la partie animation du réseau et agitation du bocal et outils qui accompagnent cette démarche d'animation, une structuration de filière sur les territoires qui est véritablement profitable
à la pérennisation d'activités, à l'ancrage d'emplois dans les territoires. Et là, pour le coup, et ça me permet de rebondir par rapport à la démonstration que fait Estelle sur le réseau mesure, c'est aussi la démonstration d'une démarche très gagnant-gagnant entre l'entreprise et le territoire au sein du cluster. On n'est pas, tous les clusters sont loin d'être organisés comme l'est le réseau mesure, c'est-à-dire avec cette autonomie financière sur ce qu'est le fonctionnement du cluster. C'est d'ailleurs pas le cas de la grande majorité des clusters qui vont chercher des soutiens publics. Par contre, ce n'est pas un souhait de la part de la grande majorité des clusters de devenir complètement autonome. On est plutôt, on est vraiment dans nos modèles économiques dans une recherche de moindre dépendance de l'argent public parce qu'on veut que ce soit encore une fois nos gouvernances, elles soient tirées et nos décisions, elles soient tirées par les besoins de nos entreprises. Donc, on ne veut pas dépendre de l'argent public. Mais par contre, comme on est dans une relation gagnant-gagnant entre le territoire et l'entreprise, pour nous, c'est essentiel qu'on retrouve aussi dans le fonctionnement de nos organisations cet investissement qui est collectif, entreprise et acteurs publics, notamment territoriaux. Alors, ça veut dire aussi que l'intérêt d'avoir des collectivités qui s'impliquent financièrement, c'est que du coup, elles regardent d'un peu plus près aussi ce qui se passe, elles s'approprient ce jeu d'acteurs, elle investit ou elle investit ses équipes à travers ce genre de choses, elle en fait même du marketing territorial, donc elle y trouve son compte et elle ne doit pas le faire pour trouver son compte, mais pour apporter une sorte de contribution et d'attention particulière, de dire aux gens qu'il faut travailler ensemble, ben chiche, il n'y a qu'à le faire aussi ensemble, quoi. Et le territoire de ce côté a de l'importance. Une remarque aussi qui touchait justement à la fragilité des entreprises, de Michel Berthellier et puis de Thierry Kieffin, qui disait que bon, c'est une fois que les aides publiques vont être un peu épuisées et que les bilans vont être dressés, qu'on va avoir vraiment la vague et le mur un peu en face pour un certain nombre. Donc c'est vrai. Et du coup, je voudrais, Estelle et vous, et on va peut-être commencer par Estelle, dire, dans un cluster, quand on parle aussi de temps, de transmission d'entreprise, parce qu'il y a évidemment des tas d'entreprises à transmettre, mais je pense que quand on est dans un cluster, on est aux premières loges pour se dire, mais tiens, cette entreprise, finalement, on sait de quoi elle est faite, elle pourrait devenir une acquisition, on pourrait trouver un deal pour continuer, pour l'intégrer dans nos activités. En tout cas, je trouve qu'en termes de pole position pour avoir une petite idée des compétences, de la complémentarité et ce qu'on a déjà su faire à travers les équipes entre elles. Voilà, donc transmission d'entreprise et cluster. Est-ce que quelque part, là aussi, il y a une espèce de petite attention en plus qui, à mon avis, ne serait pas ridicule? Estelle? Excusez-moi, j'ai appuyé pas au bon endroit pour le micro. Oui, donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'animation, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas évoqué, c'est tout l'aspect confidentialité. Bien entendu, pour que la confiance s'instaure, il faut que l'on respecte la confidentialité et qu'on sache faire attention aussi aux différentes relations qu'il peut y avoir entre les intervenants, que ce soit des relations personnelles, parce qu'une personne peut être dans une entreprise, avoir été dans une autre ou avoir une histoire avec le territoire ou autre, ou que ça soit tout simplement parce qu'il y a deux concurrents dans la même salle. Donc ça, c'est un point primordial et si on fait gage de cette confidentialité, forcément, et qu'on a une bonne connaissance des entreprises, lorsque le moment arrive d'une volonté de rachat ou d'une volonté de passer la main ou de trouver une logique de développement externe, et bien naturellement, les adhérents se tournent vers nous aussi. Donc nous avons mis en place depuis quelques années des petits ateliers réguliers sur ces questions-là. Nous travaillons également avec un partenaire qui peut accompagner les entreprises sur l'aspect fiscal, sur l'aspect aussi, on prépare sa retraite, on va céder son entreprise, quels sont les points de vigilance auxquels on doit être attentif dans toutes ces questions-là. Et puis,
quelque chose de très simple qui va être simplement la mise en relation des uns et des autres. Donc la mise en relation, elle peut se faire naturellement quand les gens se côtoient régulièrement. Eh bien, ils vont même pas passer par moi. Ils vont comprendre quel est l'apport mutuel et ils vont naturellement avoir une démarche éventuellement ensemble. Ou alors, effectivement, et ça arrive assez régulièrement, ils me sollicitent pour savoir si, il n'y a pas des opportunités de cession ou de rachat. Donc, eh bien, on essaye de réagir régulièrement, toujours sous le gage de la confidentialité. Il faut faire vraiment attention à ces questions-là. Et puis, on est un acteur parmi d'autres. Il n'y a pas que nous. On est un acteur parmi d'autres dans ces processus. Mais je crois que c'est vraiment le cluster, c'est l'art de manier le sensible. C'est vrai. Parce qu'il y a de l'humain, il y a du technique, il y a du secret, il y a des enjeux économiques importants, voilà, il y a des intérêts forts à préserver. Et une fois de plus, nos ingénieurs de projet et nos animateurs d'équipe ont un rôle un peu essentiel et qui se lie d'ailleurs avec les autres acteurs du territoire dans lequel on doit être capable d'accompagner avec l'éthique qui va avec, la confidentialité. Et c'est comme ça aussi qu'on devient un tiers de confiance. C'est-à-dire que ce n'est pas pour l'information, elle n'a pas vocation à être balancée, elle a la vocation à être gérée au bon moment, aux bons endroits et à la bonne dose, et avec l'accord de ceux qui sont concernés aussi. Donc, ce qui est formidable là-dedans, c'est que si ça ne se passe pas, le cluster, il vole en éclats, en tout cas le groupe, il vole en éclats, où les acteurs, ils se mettent très, très vite vent debout, et c'est normal. Donc, la sanction arrive très vite, mais c'est aussi la démonstration dans cet art du sensible, c'est possible. Quand il y a une bonne organisation, une bonne vision, c'est aussi là qu'on peut revenir sur les entrants, de ne pas déstabiliser un groupe qui est en équilibre. Et ça, je crois que c'est comme dans toutes les manifestations. On chasse l'intrus, on chasse celui qui peut paraître le plus dangereux pour le groupe. Mais en même temps, il faut aussi avoir un peu de curiosité, un peu d'audace et faire de la place. Parce qu'il y a des nouveaux entrants dans des générations même nouvelles et avec des techniques nouvelles ou transverses qu'il ne faut pas oublier parce qu'on fait aussi sur les territoires la promotion dans les startups de l'existence de ces clusters pour qu'ils essayent de s'adresser un petit peu à eux parce que l'avenir est commun entre tous ces gens-là aussi. Donc, ça devient un problème de culture. Xavier, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir. Pardon. Je voulais réagir sur le sujet reprise d'entreprise. C'est une question intéressante parce que on fait quand même le constat que c'est pas une activité qui est fortement diffusée dans les clusters, l'accompagnement à la reprise. Alors il y a beaucoup de services mutualisés, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Ça ne veut pas dire que ponctuellement, quand ça s'exprime, il n'y a rien qui est fait. Au contraire, le fonctionnement d'un cluster, et le travail de Estelle et de son équipe, c'est vraiment d'avoir les feuilles de chou en permanence bien ouvertes pour pouvoir absorber les besoins, voir les décrypter et d'essayer de proposer, pourquoi pas, des réponses, notamment des réponses collectives. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le sujet de la reprise a jusqu'à présent finalement pas été au cœur de nos réseaux. Peut-être, je ne sais pas. C'est notamment parce que là, on est vraiment dans de l'accompagnement très individuel, alors que la culture de nos clusters, c'était davantage de trouver des réponses collectives à des besoins individuels, quoi. Et là, la reprise d'entreprise, on n'est pas trop là-dedans. Donc voilà, c'était juste une remarque. Ça retire rien à l'importance du sujet et ça retire rien au fait que certains clusters peut-être le font, mais c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup dans la communauté. On est beaucoup dans la mutualisation de moyens, de services, d'outils. On achète en commun, comme l'a bien démontré Estelle. On est dans l'innovation techno, commerciale. On expérimente des idées aussi. On est beaucoup dans les compétences, dans la RH aussi. On a des clusters, je voulais insister là-dessus, qui réfléchissent ensemble à la question de la gestion collective des ressources humaines, c'est-à-dire
qui se dit après tout, Groupement d'employeurs et alors voilà, et qui mettent en place des outils de cette nature-là, mais qui se mettent à penser la gestion de leurs ressources humaines, plus seulement au niveau de la cellule que représente l'entreprise, mais du corps que représente le territoire. Et c'est hyper intéressant parce que notamment dans ces périodes de crise, où il y a possiblement des boîtes qui licencient pour des raisons économiques. Avant la crise, quand même, fin 2019, le problème numéro un exprimé par nos entreprises, c'était des problématiques de recrutement de compétences en bonne adéquation avec les besoins. Et donc, quand dans ces périodes de crise, on voit des entreprises qui licencient, au-delà du côté traumatisant que ça peut avoir, la difficulté, c'est aussi de se dire, le jour de sortie de tunnel, ces personnes que j'ai licenciées, est-ce que je pourrais les retrouver ou est-ce qu'ils vont quitter complètement le territoire? Comment est-ce qu'on arrive quand même ces compétences à les ancrer dans le territoire? Et là, il y a des initiatives de cette nature-là qui se mettent en place, groupement d'employeurs ou démarches mutualisées, réflexion mutualisée autour de la GPECT, comme certains disent, qui est super intéressante. alors, Ouais, on a deux petites questions quand même. ouais. Une de Thierry qui a eu des petits Ouais. problèmes de connexion et qui se demandait un peu quels étaient tous les secteurs d'activité qui pouvaient être représentés dans les clusters, mais en fait, ils sont extrêmement nombreux et ça rejoint une question plus précise de Vincent qui nous dit quand on a une activité généraliste, par exemple, d'apporter des outils de productivité dans l'Internet technologie, comment trouver le bon cluster à rejoindre par proximité géographique? Thierry, enfin, Vincent est avec nous. Si Vincent veut mettre son micro et aller plus loin, allez-y, Vincent. Oui, donc moi je fais une activité qui consiste à développer, apporter de la productivité aux moyens d'informatique, c'est-à-dire essayer d'être le chaînon manquant. Par exemple, on a une jolie base de données et puis on veut avoir des tableaux de bord automatiques, ou alors on n'a pas le paiement en ligne, alors on met en place un système de paiement en ligne, des choses comme ça. Et je sais que j'aurais tout à fait intérêt à être dans une forme de réseau de gens que je connais bien et qui me connaissent également. Donc ça m'intéresserait de rejoindre un cluster et par contre, je ne sais pas, par exemple, si on parle de réseau de mesure, je ne suis pas concerné. Et je me disais, est-ce qu'on peut être dans plusieurs clusters? Est-ce qu'à mon avis, il vaut mieux être quand même dans un seul? Et est-ce qu'à ce moment-là, ça va se trouver par affinité, par mon ancien métier, parce que je travaillais dans l'automobile, par exemple? Est-ce que vous avez des idées là-dessus ou c'est à moi de faire mes propres recherches? Voilà. Alors, je peux éventuellement, Bruno, si vous voulez bien, apporter une première partie de réponse et puis je pense que Xavier complétera. En fait, vous l'avez dit, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est aussi votre expérience et vos contacts. Donc, il y a des clusters qui sont des clusters territoriaux. Qui peuvent prendre différentes formes. Les plus connus sont les réseaux plateaux, PLATO, qui sont des réseaux qui sont alors régulièrement animés par des CCI, pas toujours, hein, mais qui sont des réseaux territoriaux avec un maillage de grandes et petites entreprises et avec un plan d'action qui est très diversifié sur toutes les thématiques de gestion, de fonctionnement et développement de l'entreprise. Ensuite, il y a de plus en plus de réseaux territoriaux liés à des secteurs économiques, à des secteurs géographiques économiques qui vont être une communauté d'agglos, qui vont être un département. Enfin, ça varie selon les régions. Ensuite, vous pouvez tout à fait avoir une appétence ou un intérêt pour une thématique particulière qui ne va pas être forcément directement connecté avec le développement de votre société, mais qui va vous permettre justement d'échanger sur des thèmes qui vous intéressent. Je pense dans votre domaine, je dis n'importe quoi, mais ça peut être la sécurité informatique ou la cybersécurité, enfin toutes ces questions-là. Là, il y a pas mal de réseaux aussi qui se développent dans ce type d'activité. Donc en fait, l'essentiel au départ est de ne pas rester seul et de pouvoir échanger sur ces différentes problématiques ou différents questionnements au quotidien. Et pour répondre à votre question, est-ce que l'on peut adhérer à plusieurs clusters? La réponse est oui. Simplement, encore une fois, tout dépend
parce que en fait, la partie, pour qu'elle soit vraiment intéressante pour vous, il faut que ça soit une participation active. Donc après, ça dépend de son emploi du temps, ça dépend de ses différents objectifs et puis de sa capacité à pouvoir éventuellement participer à différentes rencontres. Voilà. Je ne sais pas, Xavier, si tu veux compléter. Oui, avec plaisir. En fait, moi, ce que je trouve aussi intéressant pour compléter le propos d'Estelle, c'est qu'est-ce qui vous intéresse? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est d'échanger avec des pairs sur votre métier parce que, je sais pas, il y a des évolutions technologiques et des besoins peut-être de mutualisation. Et là, il faut peut-être rentrer dans un réseau numérique, pardon, je dis peut-être une énormité, hein, mais voilà. Et là, voilà, pour que vous croisiez des pairs avec lesquels vous allez discuter, je sais pas, et pourquoi pas compétences, organisation, voilà, ça c'est une approche. Est-ce que c'est plutôt une question qui vous intéresse, une question plus orientée sur le marché? Et à la rigueur, là, pourquoi pas, alors pardon Estelle, pourquoi pas le réseau mesure demain? Ce que je trouve assez intéressant, le réseau mesure, je ne sais pas, je parle de toi, donc tu diras si ce que je dis, ce sont des énormités ou pas, mais le réseau mesure fédère des entreprises qui fabriquent des instruments de mesure, des capteurs, etc. Mais le réseau mesure accompagne aussi ses membres dans une vraie transformation de leur métier, puisque Tout à fait. on passe du capteur à la gestion ou l'analyse de données, et sans doute les capteurs font appel à plein d'activités numériques, et puis aujourd'hui de plus en plus il y a des travaux qui sont menés au sein du réseau mesure autour de l'acculturation sur ce que sont les data scientists et compagnie. Et donc, numérique et capteur, enfin, il y a mille et une choses à faire si votre accroche, elle est orientée sur une approche marché. Demain, vous nous dites, j'apporte des solutions numériques dans l'agroalimentaire, rapprochez-vous d'un cluster agroalimentaire. Enfin, ça dépend aussi de vos marchés cibles ou alors de votre de ce que vous recherchez, si c'est du partage d'expérience, c'est de parler vraiment métier ou c'est de parler techno avec des pairs. Donc là, c'est une approche différente. Ça rejoint, c'était vous-même qui posiez la question proximité géographique. C'est sûr que vous rapprochez d'un cluster proche de votre lieu d'exercice, de votre activité, c'est pratique parce qu'en fait, vous êtes quand même souvent sollicité à des petits déjeuners thématiques, à des temps d'échange de cartes de visite pour rencontrer du monde. Vous ne les ferez pas à 300 km d'écart. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on développe beaucoup les webinaires et compagnie, mais enfin bon, ça a ses limites aussi. On en a tous un peu ras-le-bol. Donc, pour le coup, la proximité géographique reste intéressante et importante pour ça. Et donc, avec grand plaisir, selon la manière dont vous avez envie d'affiner un peu cette recherche pour que nous aussi, on vous mette en contact avec d'autres réseaux là-dessus. Alors, ça amène la question de Thierry, pardon, sur la représentation thématique dans les clusters. Oui, effectivement, des domaines d'activité. En fait, il n'y a pas de secteur d'activité ou il n'y a pas de domaine de marché qui ne se prête pas au jeu du cluster, au jeu du clustering ou de la coopération interentreprise aujourd'hui. Il y en a eu, c'est assez rigolo dans le temps, notamment il y a une vingtaine d'années quand ça a démarré en France. On s'est aperçu, par exemple, et notamment quand il y a eu ces premières politiques publiques qui ont accompagné le développement des clusters, que des secteurs comme le tourisme, par exemple, ou comme l'agriculture, pas l'agroalimentaire, mais l'agriculture, se sont pas tellement prêtés au jeu des clusters, sont pas trop rentrés dans ces initiatives publiques pour proposer des actions. Et sans doute, quand on creuse un petit peu, c'est sans doute parce que c'est des secteurs qui étaient déjà pas mal organisés, avec des CUMA, des coopératives, avec des labels aussi, avec des AOC, des machins, et que finalement la démarche cluster avait une valeur ajoutée finalement peut-être pas très significative à ce moment-là.
Le tourisme s'y est mis beaucoup récemment, et je pense qu'il y a un impact du numérique là-dedans, où finalement les organisations type Office du tourisme, enfin, aujourd'hui, quand vous cherchez un lieu pour vos prochaines vacances, vous vous adressez moins à l'Office du tourisme qu'aller voir sur Internet et aller consulter des sites de partage d'expériences pour savoir qui a fait quoi, qui a aimé quoi. Et finalement, il y a sans doute des organisations complètement nouvelles sur lesquelles, et ça rejoint votre question, la question et l'échange qu'on avait juste à l'instant, sur lesquelles la coopération entre des activités complémentaires peuvent jouer. Le numérique au service du loisir et du tourisme, il y a mille et une choses à faire sur ce sujet-là. Et donc, pour le coup, le cluster tourisme, si je peux l'appeler comme ça, qui associe des acteurs qui ne sont pas forcément dans le tourisme, mais qui vont avoir un rôle très impactant sur le développement des activités touristiques, ça joue une carte importante. Donc oui, non, aujourd'hui, il n'y a pas de secteur, entre guillemets, qui se prête. Ce qui est intéressant de constater, par contre, c'est que, enfin, c'est pas par contre, ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que tous ces clusters naissent souvent avec un lien, une identification thématique plutôt traditionnelle. Voilà, on est les acteurs de la mécanique ou liés, voilà, on fabrique des capteurs. Et dans le temps, cette thématique-là, elle évolue parce que, une fois qu'on s'est parlé entre fabricants de capteurs, de quoi on parle de capteurs, c'est bien, enfin, pardon, c'est pas pour dénigrer du tout, mais après, une fois qu'on s'est parlé entre nous et qu'on s'est regardé le nombril, le but du jeu, c'est de se tourner vers l'extérieur et c'est d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux marchés. Et peut-être que les nouveaux marchés, c'est ceux qui ne font pas des capteurs, mais qui vont les utiliser. Et donc, qui dans l'agroalimentaire, qui dans toute une série d'activités complètement différentes. Et on voit ces clusters évoluer d'une approche plutôt savoir-faire vers une approche très orientée marché. Et donc, Vincent, si vous le souhaitez, on peut aussi avoir cet échange autour de cette réflexion-là, c'est-à-dire quel marché cible pour identifier les réseaux dans lesquels vous vous sentiriez mieux. Ça ne veut pas dire que faut que vous rentriez dans des réseaux dans lesquels vous allez trouver des clients, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, hein, mais des gens avec lesquels vous allez bosser pour attaquer des marchés sur lesquels vous iriez ensemble. C'est ça qui est intéressant. Et peut-être pour rebondir, pardon. Allez-y, Estelle, pardon. Juste pour rebondir rapidement sur ce que dit Xavier, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et 2 points, c'est que effectivement la vie du réseau évolue. Hein. Nous, si on prend le réseau mesure, on parle beaucoup de capteurs à l'origine, mais le réseau, c'est le réseau de la mesure, de l'instrumentation et des activités connexes. Quand on parle d'activités connexes, c'est exactement ce que vient de développer Xavier. Et je prends un exemple intéressant. Nous, on a un adhérent depuis 2-3 ans là, qui en fait de la mesure par drone. Donc là aussi, on voit un autre pan de la mesure. Ça nous a permis justement de faire toute une étude sur le marché, le potentiel en fait du marché des drones pour nos adhérents. Et nous avons aussi développé ces dernières années beaucoup de rencontres avec des partenaires potentiels, qui soient techniques ou en termes de développement commercial. On a organisé il n'y a pas très longtemps une réunion avec une société qui fabrique des robots, puisque cette société en fait voulait appréhender certains marchés et elle s'est rendue compte que quand elle voulait appréhender ces marchés-là, elle avait besoin de partenaires dans le domaine de la mesure. Donc par rapport à ce que dit Monsieur Vartel, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez aussi être dans un cluster pour diverses raisons et approcher aussi un autre cluster qui va avoir une action de synergie avec vous par rapport à vos logiques de développement. Donc tout ça devient assez, on évolue vraiment vers ça et on ne reste pas justement entre entreprises du même type comme dirait Xavier, se regarder le nombril. Tout le monde est dans une logique de développement, quel que soit ce développement, et donc on a toujours un intérêt à ces échanges. Alors, puisqu'on est dans une logique de développement, il y a un dernier point que je voudrais aborder et qui serait une réponse à une question qui est posée, de savoir s'il sera possible de récupérer un lien sur le webinaire. Oui, bien sûr, parce que le live aujourd'hui est une chose, mais le produit dérivé qui est simplement le replay me paraît plus important même, parce qu'il peut être dédié, il peut venir en appui de
ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, et puis des étudiants, puisque en fait, Michel Berthelier nous dit qu'il souhaiterait pouvoir présenter ça aussi à ses étudiants déjà dès samedi prochain. Il dit étudiant, dit formation, dit stage. Une fois de plus aussi, dans le cadre des projets et dans le cadre même de la gestion des stagiaires en général, et surtout, je dirais aujourd'hui, où on sait que c'est extrêmement délicat, est-ce que les clusters, vous avez quelque part une bourse, en tout cas un écho, une façon de faire circuler les choses, de façon aussi à penser à ces jeunes et futurs salariés qui arriveront et ces jeunes compétences qui sont en train de se peaufiner et qui finalement, s'ils ont la chance de pouvoir, à travers ou dans un cluster même, ou à travers les projets du cluster, découvrir ce mode un petit peu de travail, je crois qu'on va faire aussi des salariés un peu différents d'autres, parce que la coopération, ça devient vite un virus. Et si on pouvait l'inoculer à ce moment-là, pendant le Covid, mais pour faire autre chose, ça serait pas mal. Estelle, comment vous faites avec les stagiaires ? Alors, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, la question de la cession reprise d'entreprise ou la question RH est difficilement, on travaille difficilement de façon mutualisée. Hein. Il y a toujours une crainte un petit peu. Donc, nous, on a développé l'aspect RH par le biais de l'accompagnement dans le cadre de la crise Covid. On essaye régulièrement de mettre en relation les différents acteurs de la formation avec nos adhérents. Mais c'est vrai que ce n'est pas une tâche facile. En plus, on est en fait dans deux mondes qui ne parlent pas toujours tout à fait le même langage. Et puis, on a une deuxième difficulté dont il faut avoir conscience. En ce qui concerne nous, nos adhérents, ce sont essentiellement des petites structures. Et lorsque l'on veut travailler avec un stagiaire, pour qu'il y ait une vraie valeur au travail que l'on va mener, il faut avoir du temps à consacrer à cette personne. Encore une fois, moi, quand j'ai un adhérent qui me dit j'ai pas les moyens de recruter, je vais prendre un stagiaire, je suis toujours très critique par rapport à cela. Donc, il faut avoir conscience de l'accompagnement que cela nécessite et avoir conscience aussi que le retour sur investissement, il n'est pas forcément à court terme. C'est une démarche souvent très, très payante lorsque l'entreprise souhaite embaucher à moyen terme et du coup, va avoir un stagiaire qu'elle va prendre et qu'elle va aussi un peu former à son image. Donc, ça peut être une démarche très intéressante des deux côtés. C'est du prêt à finir. Hein. Oui, et puis tout le monde y trouve son compte puisque aujourd'hui, les jeunes ont du mal à être recrutés aussi. Donc, ça leur donne une expérience supplémentaire et puis ça leur donne aussi souvent une première embauche. Mais voilà, entre la théorie la théorie et la pratique, quelquefois, il y a quand même un écart et c'est vrai que on n'est pas, d'une part, c'est pas trop dans notre culture, contrairement à certains pays comme l'Allemagne notamment. Et puis la mise en œuvre n'est pas toujours si facile que ça. Voilà. Donc, malgré la volonté, ce n'est pas toujours si facile à mettre en œuvre. Alors, il y avait une dernière question de Thierry qui demandait s'il y avait des clusters de territoire. Là, on peut demander à Xavier, dans sa grande liste on peut retrouver d'ailleurs sur francecluster.fr. Ne vous gênez pas parce que là, vous allez découvrir un petit peu l'étendue du réseau et ses points d'entrée. Donc, c'est tout à fait important de regarder ça. Donc, Xavier, un dernier petit point là-dessus. Est-ce qu'il y a des clusters de territoire ? Ouais, alors j'ai répondu dans le truc, j'ai fait une réponse un peu énigmatique, mais oui, enfin il y en a oui, mais je disais parce que il y a le cluster Beaujolais par exemple, où c'est vraiment c'est au sens territoire du Beaujolais, c'est pas le vin Beaujolais. J'étais prête à postuler là d'un seul coup. Ouais, ben non, mais en fait, alors c'est intéressant, mais finalement, ce cluster n'en est plus vraiment un au sens cluster dont on vient de parler depuis 1h30, puisque c'est plutôt devenu, et c'est très bien, enfin, sans arrière-pensée négative, mais une marque territoriale utilisée par des entreprises qui sont dans des secteurs d'activité très, très différentes et qui, pour l'autant, se retrouvent autour de la mutualisation de cette marque, mais
mais coopèrent pas forcément plus qu'autour de ce projet de marque. Donc voilà, et puis ça, c'est un exemple. Et puis l'autre chose que je voulais évoquer, c'est la nuance entre cluster d'entreprises sur un territoire et club territorial d'entreprise, où, ici je la fais hyper caricaturale, pardon, hein, mais un club territorial d'entreprise, vous allez retrouver des entreprises du territoire, qu'on soit le boulanger du coin ou le mécanicien du coin, qui se retrouvent et qui vont être animés comme on peut l'être dans un cluster, hein, et pas forcément moins. On n'est pas mieux ou moins animé dans l'un ou dans l'autre. Mais voilà, et on va partager dans un club territorial d'entreprise des choses sur des sujets qu'on peut avoir en commun, une formation qualité, par exemple. Voilà, qu'on soit boulanger ou qu'on soit mécanicien, on peut partager une formation qualité. Par contre, ce qu'on va trouver entre guillemets de plus dans un cluster, c'est que comme on travaille tous dans le même domaine d'activité, l'objectif, c'est d'aller faire des choses ensemble. Le boulanger, le mécanicien, je ne sais pas s'ils vont faire beaucoup de choses ensemble, si ce n'est mutualiser les bancs d'école autour d'une formation qualité, par exemple. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est un peu rapide, pardon. Bruno, juste sur le sujet de nos jeunes, je voudrais juste passer l'information depuis 6-7 ans maintenant, on a créé un master management de cluster en partenariat avec l'Université de Strasbourg, et tous les ans, on accueille une promotion qui jusqu'à présent était plutôt light parce que c'est un master binational franco-allemand. C'était dans le cadre d'un projet européen, donc on s'est arraché les cheveux, d'ailleurs j'en ai plus beaucoup, mais autour de ce master-là. On est sorti de ce projet européen et là, on a maintenant des promos de 20 personnes qui viennent apprendre l'intelligence collective, quoi, hein. Donc c'est super intéressant et voilà, c'était un petit clin d'œil à cette initiative. C'est plus qu'un clin d'œil, je crois que c'est un signal assez fort de ce qui est en train un peu de se passer et des directions dans lesquelles on doit aller. Ouais. Eh bien, comme Persévérance est arrivé à l'heure sur Mars, notre webinaire va arriver aussi au terme de ce petit voyage que l'on a fait avec vous. Xavier et Estelle, que je remercie encore une fois, et les participants. Vous savez, pour tout le monde, qu'on peut retrouver sur le site des entrepreneurs, d'une part, les articles qui parlent de France Cluster et du réseau Mesure, dans lesquels une interview de Xavier et d'Estelle sont là, les liens qui vous permettent aussi un petit peu d'y aller. Et puis, le bal continue même quand la musique s'arrête, hein, c'est-à-dire qu'on a du lien, on peut poser des questions, on est en réseau, on est tous des prescripteurs, hein, donc ne vous gênez pas d'en parler à ceux à qui ça pourrait faire du bien. Ça a des vertus. Et puis, le bal va continuer parce qu'il y aura un joli replay dessus et qui va, dès samedi, à travers l'action de Michel, aller dans une école à Lyon de commerce. Écoutez, merci à tous. Merci. Et à très bientôt. Le prochain, c'est le 25 mars pour se préparer à aller en force, en forme, rencontrer les juges du tribunal pour savoir comment passer certains caps un peu plus difficiles. Voilà, au plaisir de vous. Merci aux entrepreneurs. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.